Alors, je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui à cette conférence qui s'intitule L'au-delà se manifeste aux êtres conscients. D'abord, en parlant d'au-delà et de manifestation, je voudrais vous dire que je vais expliquer qu'est-ce que c'est l'au-delà pour commencer. Et on va être capable de le saisir dans sa globalité, de le comprendre d'une manière d'ensemble. Alors, je ne vois pas l'au-delà comme étant quelque chose qui est séparé de l'individu. Que l'individu soit conscient ou que l'individu soit inconscient, il y a toujours un au-delà qui se manifeste à lui. Il y a toujours des formes pensées. Je vais ajuster ça un tout petit peu. Il y a toujours des formes pensées qui sont en relation avec l'inconscient de l'homme, qui sont en relation avec sa psyché, qui sont en relation avec sa communication interpersonnelle, la relation qu'il a avec son inconscient, la relation qu'il a avec sa conscience. Donc l'inconscient est quelque chose qui appartient à la dimension de l'homme terrestre et aussi de l'infini. Le subconscient, c'est beaucoup plus personnel. On pourrait dire que le subconscient, c'est votre personnalité. Donc ça, je veux toujours distinguer ces choses-là parce que l'inconscient, pour certains, c'est pas la même chose. Alors ça, je veux le spécifier dans mon langage à moi. J'entends par inconscient la possibilité de toutes les communications extrasensorielles qui se situent à un niveau à un autre. J'entends par subconscient la mémoire résiduelle de l'être humain, c'est-à-dire que c'est une mémoire qui... Un bon exemple de la mémoire résiduelle, c'est un individu, par exemple, qui va dans une guerre et qu'il revient, et qu'il est traumatisé et qu'il fait sans cesse des cauchemars concernant cette guerre-là. C'est ça une mémoire résiduelle, quand l'individu voit qu'il y a des bombardements dans sa cour alors qu'il est rendu à Montréal et qu'il n'y a pas de problème. C'est ça la mémoire résiduelle. Donc la mémoire résiduelle, c'est celle qui a tendance à contrôler les individus et que certains médecins essaient de contrôler à l'aide de certains médicaments. La mémoire résiduelle non plus, il faut comprendre, la mémoire résiduelle, ce n'est pas quelque chose non plus qui est, même si je l'ai présenté sur un aspect qui n'est peut-être pas le meilleur, la mémoire résiduelle, elle peut être aussi la mémoire de vos meilleures vacances, la mémoire des gens que vous avez rencontrés dans votre vie, tout ça. Donc la mémoire résiduelle, c'est aussi des bons souvenirs. Mais on est plus facilement marqué par les mauvais souvenirs. Parce que les mauvais souvenirs, ça a tendance on est beaucoup plus imprégné. On se souvient plus de ce qui est négatif, parce que ce qui est négatif, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intense. Donc, dans ce sens-là, c'est une mémoire qui va intervenir plus. Quand je parle de l'au-delà, quand je parle de l'infini, des possibilités de l'au-delà, je parle aussi du plan des entités. J'entends par entité toute forme d'énergie. Autrement dit, je vais vous donner un exemple qui est très simple. On va commencer très, très simple. Vous habitez dans une maison. Vous êtes en couple. Et au bout d'1 an, 2 ans, vous arrivez à former un dépôt, un égrégore, qui s'installe dans la pièce. À partir du moment où vous allez chercher des meubles, à partir du moment où vous allez chercher, que vous déposez une onde, une vibration, un décor, les rideaux, les fenêtres, les lampes, qui ne sera jamais identique, même si c'est la même maison, ça ne sera jamais décoré de la même manière. Si vous prenez 1000 personnes, ou 2000, ou 3000, ou 5000 personnes, il va toujours y avoir une décoration qui va être différente. C'est ce que j'appelle la relation entre le subconscient et la conscience, cette capacité créative de créer dans un endroit une ambiance qui est unique, une ambiance qui ne ressemble pas à personne d'autre, quelque chose qui est vous.
Donc, c'est ce que j'appelle un égrégore. C'est ce que j'appelle un dépôt énergétique. Maintenant, s'il y a une autre personne qui rentre dans la pièce et qu'elle n'a pas encore fait sa décoration, elle habite la créativité, elle habite l'énergie durant les premières semaines et souvent les premiers mois. L'énergie, la décoration émotive des gens qui ont habité là avant. C'est ce que je veux dire par égrégore. Alors ça, en soi, ce que l'on ressent, c'est une entité. C'est une entité, c'est-à-dire que c'est un dépôt d'énergie qui n'est plus là, mais qui est au-delà de la perception du moment présent, qui fait que lorsque nous entrons dans la pièce, nous redécouvrons un univers qui n'est pas le nôtre, je dirais pas qui nous habite, mais dont on peut être témoin. Maintenant, est-ce que ces décors-là peuvent être jusqu'à être hantés, faire bouger des meubles, etc. Bien, dans certains cas, oui, sauf que c'est quelque chose d'extrêmement rare. Il faut comprendre que le monde des entités, il faut le voir à plusieurs niveaux. Donc, il y a le plan entitaire, qui est le premier plan dont je vous parle présentement, qui est un plan qui est créé par l'homme. Ce qui est créé par l'homme, quand ça vient de lui-même, au niveau de sa conscience, c'est pas un problème. C'est-à-dire que l'individu possède le pouvoir de créer des énergies qui vont se situer dans un endroit, qui vont se déposer, un petit peu comme à l'église. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils vont à l'église, qui se sentent bien. Ils vont vivre une sorte de calme, de sérénité. C'est ça un égrégore. Donc, ça dépend de la qualité. L'égrégore, c'est une énergie et c'est à vous de modifier ou de changer la qualité de cette énergie-là. Donc, les êtres humains inconscients n'ont pas le pouvoir de changer l'énergie d'un endroit. Ce qu'ils peuvent faire, s'ils sont inconscients et qu'en plus, ils n'ont pas de force dans leur psyché, dans le sens de leur intelligence, dans le sens de leur relation avec eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Ils ne seront pas capables de créer et de modifier l'énergie d'une pièce à moins de l'abaisser. Donc, il y a une très grande relation entre le rapport entre la mémoire résiduelle d'un individu, sa conscience et la capacité de changer son environnement au niveau de sa vibration. L'être humain n'étant pas uniquement un être matériel, mais disposant de matériaux, il est capable de modifier la vibration de son entourage, au-delà de l'espace et au-delà du temps. Donc, comprendre que l'homme n'est pas uniquement construit de matière, mais qu'il est un matériau pouvant agir énergétiquement sur son environnement, c'est comprendre beaucoup de choses. La majorité des êtres humains ne comprennent pas cette chose. Et c'est la raison pour laquelle l'être humain qui n'est pas encore dans sa conscience subit la décoration de l'appartement des autres. Un individu qui entre dans sa conscience, ça commence à être un décorateur de sa vie. C'est-à-dire qu'il est suffisamment puissant dans sa créativité. Il est suffisamment puissant dans son intelligence pour être capable d'imposer au monde ou d'imposer dans sa vie une créativité qui est unique. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir d'imposer une énergie dans sa demeure. Et j'entends par demeure non seulement la demeure qui est l'endroit où il habite,
mais dans l'espace-temps de toute sa vie, et qui le place en synchronicité avec des individus qui ont une intelligence, pour être appuyés, pour être aidés, pour être confirmé dans son intelligence. Le but de la conscience, au début, c'est de rencontrer des gens qui confirment votre intelligence. Ça, c'est la véritable fonction du couple. Ça fait partie de tout ça, l'égrégore. La confirmation dans le couple, d'être confirmé dans son intelligence. Amener des corrections, de viser. Il est impossible, au début de la vie d'un individu, dans ce qu'il établit entre son inconscient et sa conscience, avant de pouvoir s'imposer dans son environnement en tant qu'entité. C'est un peu comme quelqu'un qui prend une photographie avec une caméra. Je me rappelle qu'il y a eu un temps où les caméras, le focus, la mise au foyer des caméras se faisait manuellement. Vous aviez une bague pour ajuster l'image à une très grande clarté. Il y a des objectifs qui ne sont pas de bonne qualité. Les objectifs qui ne sont pas de bonne qualité, je veux dire par là, c'est les gens qui n'ont pas établi en eux une relation d'amour-propre, une relation d'intelligence, une relation où les gens ont avec eux-mêmes une force d'amour assez puissant pour arriver à changer la vibration. Quand l'objectif est de qualité, il en demeure pas moins que même si l'objectif est de très grande qualité et qu'il y a un amour propre, vous allez devoir, avec le temps, être obligé de faire une mise au point. C'est ce qu'on appelle en photographie faire le focus. Une mise au point. Cette mise au point-là, c'est la capacité qu'un être humain possède de se remettre en question. Donc, la plus grande qualité d'un individu, c'est la capacité de se déposséder de sa possession. Et j'emploie maintenant vraiment le mot déposséder de sa possession à partir du moment où une des premières lois, c'est que l'individu est suffisamment puissant en tant qu'amour-propre pour comprendre qu'il est unique, pour comprendre que c'est un objectif unique, que sa vie est un objectif unique, et qu'il devient en relation avec lui-même pur comme le cristal. Et qu'il est capable d'avoir la force de faire une mise au point pour comprendre en lui, en tant qu'entité énergétique, ce qui est intelligent et ce qui ne l'est pas. Lorsque l'individu est capable de faire une mise au point en lui et qui est capable de savoir qu'est-ce qui est intelligent et qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est qu'il est en train de se déposséder des forces d'un au-delà qui ne lui appartient pas. Et il commence à passer à sa liberté. Et un individu qui est capable à ce moment-là de passer à sa liberté, dans son intelligence, c'est un individu qui est réellement capable d'entrer dans sa maison et qui est capable de faire sa propre décoration. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé de jeter les murs à terre. Il y a des murs qui sont bien. Si on choisit une maison, habituellement, c'est parce qu'on aime quand même l'endroit. Mais ce sont des gens qui ont la faculté d'amener une créativité parce qu'ils sont au monde, parce qu'ils s'habitent, parce qu'ils sont dans leur intelligence. Et au cours de leur vie, leur intelligence est confirmée. C'est une intelligence qui est su à travers l'expérience de l'être humain, qui est su à travers l'expérience qu'il a avec la visibilité du monde et avec l'invisibilité du monde.
Donc, la réalité, faut comprendre que c'est un petit peu comme une pointe de iceberg. Les trois quarts sont en dessous de l'eau. Il y a simplement à peine 25% qui est la pointe du iceberg que l'on voit, que l'on observe et que la majorité des gens ne voient pas. Ça, c'est le 25%. Mais ce qui fabrique la visibilité du monde, c'est le trois quarts de ce qu'on appelle la relation avec l'inconscient, avec le subconscient. Ça, c'est très important de le comprendre, parce qu'une fois que c'est bien saisi, c'est à ce moment-là que l'individu est capable d'établir avec le monde de l'invisible, il est capable de dicter ses lois. Tant que l'homme ne dicte pas ses lois, dans ce côté-ci de la vie, il ne peut pas établir ses lois de l'autre côté. Maintenant, il faut comprendre par au-delà une dimension d'un individu qui n'est pas capable de prendre toute sa place en tant qu'étendue de sa conscience. Un individu qui comprend le réel et qui le comprend d'une manière globale. Élimine l'au-delà parce qu'il est capable de le comprendre. C'est-à-dire qu'il n'est plus assujetti à des forces puissantes qui le dominent. Et je tiens à spécifier l'inconscient collectif, la famille, les religions, la patrie, le tout ce que vous voulez, le par-ci et le par-là de tout le monde, qui n'appartient pas à l'intelligence d'un individu qui est dans sa créativité, qui est dans sa force, qui est dans sa puissance, qui est dans sa volonté, mais qui appartient à la décoration du monde. Alors ça, comme premier élément d'entité, il faut comprendre qu'en soi, nous devons devenir nous-mêmes une entité, une concentration d'énergie assez puissante pour être capable de dicter aux forces invisibles, non pas ce que l'on veut, mais ce que l'on est en tant que puissance, ce que l'on est en tant que force, ce que l'on est en tant qu'esprit, ce que l'on est en tant que volonté, ce que l'on est en tant que totalité. Parce que tant que cette chose-là n'est pas réalisée, tant que cette chose-là n'est pas faite, et ça part toujours de l'amour propre, ça part toujours de l'amour propre. Donc un individu qui n'attend plus du monde pour savoir sa valeur, qui n'attend pas de son chien, de son chat, de la personne avec qui il habite pour reconnaître sa valeur, qui est capable de puiser en lui-même une force, une certitude, une paix, une sérénité, qui ne vient pas des autres, mais qui devient de la certitude et d'une conviction personnelle, fondamentale, sereine, de la certitude de son intelligence, sans douter une seconde de la certitude de son intelligence. Ça fait partie d'une force entitaire. Ça fait partie d'une force de l'esprit. Ça fait partie d'une force de l'intelligence. Ça fait partie d'une force d'une globalité. Ça fait partie d'une force de totalité qui permet à l'être humain de gagner dans le pouvoir de ce qu'on appelle sa centricité parfaite, sa force absolue, sa sérénité, qui va maintenant dans la vie jouer un rôle qui va lui permettre d'être en contact avec des plans. L'au-delà est toujours en contact avec l'homme, qui le veuille ou qui ne le veuille pas. L'au-delà est en contact avec l'homme, mais l'homme le subit. L'homme inconscient le subit. Et cet au-delà
n'est pas un au-delà qui est intelligent. Parce que l'homme, dans sa conscience, doit être capable de s'imposer à travers sa créativité et avoir le pouvoir d'imposer dans le monde, que ce soit le monde de la mort, que ce soit les plans extradimensionnels, que ce soit plus tard dans notre civilisation les extraterrestres, qu'ils se démontrent comme étant visibles ou invisibles, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que l'homme devra développer une volonté qui est suffisamment puissante au niveau de sa force intérieure, au niveau de sa centricité, pour ne plus subir aucune forme d'influence, aucune forme de peur par rapport au plan de l'invisible, mais qui sera capable de dicter au plan de l'invisible sa volonté. Lorsque l'être humain commence à être capable de dicter au plan de l'invisible sa volonté, il commence à avoir une synchronicité. C'est une synchronicité qui est un langage qui permet de comprendre que vous êtes synchrone entre votre intériorité et l'extériorité et qu'il y a des points de rencontre dans l'espace et dans le temps, dans un vous, dans un moi qui est étendu au-delà de l'espace et du temps, que vous vous rencontrez à travers les apparitions phénoménales du monde. Évidemment, étant donné que nous ne vivons pas dans une société comme ça, que nous ne sommes pas du tout rendus là, l'homme subit. Présentement, nous avons une petite science qui est intéressante, mais ce n'est pas une science de l'être, ce n'est pas une science de l'esprit. C'est la raison pour laquelle l'homme a très peu changé. L'homme, premièrement, il n'y a aucune émission à la télévision présentement, dans la télévision ordinaire, qui va parler de sujets qui sont sérieux. Alors, si vous voulez comprendre un petit peu la domination, jusqu'où elle va, cette domination-là, si vous regardez, par exemple, la télévision, vous allez vous rendre compte que les 3/4 de tous les films que vous voyez, si ce n'est pas un peu plus, sont négatifs. Ce sont des plans qui interfèrent et qui empêchent l'être humain d'entrer en conscience avec lui-même. Ce sont des plans qui cherchent à entrer dans la psychologie de l'homme pour l'influencer. Mais l'homme ne sait pas qu'il est influencé par ces forces-là. Et le plus grand de tous les problèmes, c'est que l'homme ne sait pas qu'il n'est pas libre. L'homme pense qu'il a du libre arbitre. L'homme pense qu'il contrôle sa vie. Mais en fait, il ne contrôle rien du tout. Et tôt ou tard, sa vie et la vie de l'inconscient collectif de l'être humain finit par être un bordel. Je vais vous expliquer un autre phénomène très simple que les gens ont vécu la semaine dernière. Pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que ces plans-là fonctionnent. Il y a quelques mois, donc un petit peu avant le début de l'année 2013, les gens ont commencé à parler de la fin du monde. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'imaginer de quelle manière pouvait arriver la fin du monde. Et pendant l'année 2012, ça fait parler beaucoup sur l'Internet. Ça fait parler aussi un peu à la télé. Et au même moment, en février de l'année 2013, il y a eu un astéroïde qui est quand même un gros morceau. C'était pas un gros astéroïde, mais c'était quand même un astéroïde qui aurait pu faire un certain dégât. Est passé il est passé très près de la Terre.
Mais là où l'inconscient collectif est fantastique, sans qu'il n'y ait aucun rapport avec cet astéroïde, la journée même où il passe près de la Terre, un météore, c'est quelque chose de très petit. Un météore, c'est à peu près de cette grosseur-là. Ça peut être cette grosseur-là. Météore, c'est peut-être 2, 3, 4 ou 5, 6 mètres de diamètre. Mais c'est que ça entre à une vitesse qui est faramineuse. Donc, la même journée où cet astéroïde immense qui passe près de la Terre, on a un météorite qui tombe en Russie et qui blesse 1000 personnes. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais ça, c'est ce que je veux dire par des événements qui ne semblent pas être liés et qui ne le sont pas au niveau de la matière, mais qui le sont au niveau de l'entité et de la forme pensée globale du monde et qui créent le phénomène dans le réel pour répondre collectivement au monde à l'idée qu'il se fait de sa propre peur. C'est ça que je veux dire par décorer son appartement. C'est ça que je veux dire par la capacité d'influencer le monde à partir de l'esprit, à partir de la pensée, à partir de la peur, à partir d'une peur qui est à la fois personnelle ou d'une peur qui est collective. C'est ça que je veux dire. Et si vous rencontrez des astrophysiciens, ils vont vous dire que ces deux météorites, astéroïdes et météorites, n'avaient aucun lien entre eux. Et que c'est un phénomène extrêmement racissime. Très rare, mais pourtant, c'est arrivé. Et non seulement c'est arrivé, mais c'est arrivé la même journée où nous avions un astéroïde qui a frôlé la Terre. Bien, mes chers amis, avec un peu de pratique, le prochain ne frôlera pas la Terre. Et c'est ça que je veux dire par ambiance, par créativité collective, par niaiserie collective, par imbécilité collective, par manque de conscience, par nolonté collective, par désir d'autodestruction collective que nous fabriquons comme forme entitaire de la pensée globale et collective qui fait arriver ce genre de manifestation-là. Maintenant, si vous demandez à un mathématicien quelles étaient les probabilités que ça se produise la même journée, ça va être 1 sur probablement plusieurs centaines de milliards. La preuve, c'est que, rendu à mon âge, j'ai jamais vu un météorite qui a fait des dégâts dans toute ma vie. Ça n'a même pas réussi à tuer une vache dans un champ dans le monde entier. Mais cette journée-là, on réussit à créer une ambiance collective. C'est ce que je veux dire par le pouvoir de l'être humain, le pouvoir de son esprit. Maintenant, si l'homme contemporain, si la race humaine contemporaine pouvait arriver à passer à un niveau supérieur de la qualité de sa pensée, imaginez-vous qu'on pourrait facilement utiliser les mêmes pouvoirs pour faire arriver le mieux au lieu de faire arriver le pire. C'est ça la différence. C'est ça le but de mon travail. C'est ça le but de mes émissions de télévision. C'est ça le but de mes webconférences. C'est ça le but de tout ce que je fais comme travail. C'est de faire prendre conscience à l'être humain de sa puissance personnelle et avec le temps, collective. C'est de comprendre qu'il y a des choses qui défient carrément les lois des mathématiques et que le monde représente des matériaux constitués par la phénoménologie de nos pensées. L'histoire du météorite est une phénoménologie de peur collective. Ce n'est pas une phénoménologie qui est individuelle, c'est une phénoménologie collective, mais vous pouvez vous apercevoir à quel degré c'est puissant. Mais les gens auront vite fait d'oublier
parce que les êtres sont éphémères, ils se comportent comme des éphémères, qui ne vivent qu'une journée et meurent, ils ne se rendent pas compte. Et ils disent, ah, quelle coïncidence. Et ils ne sont pas tellement bien renseignés, et plusieurs d'entre eux vont se dire, était-ce rattaché à ce fameux astéroïde en question? Eh bien, la réponse, c'est non. Ça n'avait aucun rapport. D'autres, plus ignorants, vont vous dire encore, c'est la chose qui a frôlé la Terre, finalement, qui a tombé sur la Terre. Vous comprenez? Les gens ne se renseignent pas. Les gens ne se documentent pas. Les gens ne voient pas. Puis, le pire, ils ne veulent pas voir. Maintenant, j'en arrive avec le monde des entités. Là, il faut comprendre que, premièrement, ce que je vous ai expliqué, ici, jusqu'à maintenant, c'est l'entité personnelle de l'être humain. C'est l'entité collective de l'être humain et une démonstration de ce que veut dire une représentation phénoménologique du monde dans l'entité collective de l'être humain qui représente une énergie. Donc ça, il faut le comprendre. Maintenant, l'individu qui n'est pas dans sa conscience n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'il subit le monde, il subit sa famille. Si c'est une guerre, il subit sa patrie. Il est obligé de partir, il est obligé d'aller à la guerre. Ça, c'était l'homme. Ça, c'est encore l'homme. Il ne s'appartient pas. Il n'a pas de conscience. Il n'a pas d'individualité propre. Il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas d'intelligence. Il n'appartient à rien. Il est rien. Parce qu'il est foutaise. Et tant que l'homme ne passe pas à sa conscience, il est du néant. Qui s'excite. Éventuellement, lorsqu'un individu fait un travail sur lui, qu'il fait un travail d'amour-propre, qu'il fait un travail de conscientisation, inutile de vous dire que ces choses-là commencent à se modifier. Il se défait de la mémoire de sa race. J'irais même dire qu'il se défait de toutes les formes de mémoire qui ont appartenu à la race humaine amenée jusqu'à maintenant. Il s'appartient. Il s'appartient à lui, pour lui, en lui-même. Il vit pour créer. Vous allez me dire, où est le monde? Il va se construire d'une manière phénoménale, de la même manière que s'est construit ce fameux météore, la journée d'un astéroïde qui a failli frapper la Terre. Il va apparaître de la même manière que ce météorite est apparu dans le ciel, parce que les gens et les phénomènes sont des choses qui apparaissent dans notre vie. Le monde est une apparition qui se donne au sens pour mieux confirmer notre infini et certifier notre absolu. Le monde est donc une apparition phénoménale. Maintenant, l'être humain qui passe dans la conscience, c'est un être humain qui, premièrement, établit avec lui. Vous allez comprendre que cette psychologie-là est très importante, puisque depuis une demi-heure, je la souligne comme il faut, elle commence par soi. Le monde ne commence pas à l'extérieur. Le monde n'est pas une chose de réelle. Le monde est une chose qui devient réelle lorsque vous devenez réel. Avant, vous le subissez. Vous subissez la forme phénoménologique des peurs construites sur la collectivité du monde qui ne tient pas dans votre intelligence, mais qui tient dans le monde. Autrement dit, l'être humain est dominé. Effectivement, il y a eu autrefois des entités qui habitaient la Terre. Et ces entités-là sont des entités énergétiques.
extrêmement primaires. Et elles ne possèdent pas de corps physique. Elles appartiennent à Gaïa. Mais ce n'est pas Gaïa au sens de l'esprit de la Terre, mais c'est des créatures qui vivent sur la Terre. Et l'homme a le pouvoir également, l'homme a le pouvoir de créer des formes. Donc, il y a la forme que l'homme crée. Et il y a des formes déjà existantes au niveau de l'inconscient collectif. Et tant que l'homme ne passe pas dans sa centricité, dans sa volonté, il est assujetti à ces forces-là, il est soumis à ces forces-là, et tôt ou tard, il est usé. Quand il ne passe pas à la conscience, il est usé et il perd de son intelligence, il perd de sa volonté. Son corps s'use, tout s'use, sa pensée s'use, et à un moment donné, il périt. Et s'il y a des gens qui arrivent avec le karma, ben pour moi, le karma n'est pas un prix de consolation, c'est le fait que les individus sont obligés de revenir sur Terre et de recommencer à vivre, à doubler leur première année éternellement. Je ne crois pas que la réincarnation est quelque chose de souhaitable. La Terre peut devenir un endroit extraordinaire, mais ça prend beaucoup de conscience. Donc, ce que je veux vous dire, qui est très important, je pense, ici, c'est que le travail que vous allez faire sur vous, lorsqu'il va être réalisé dans sa sérénité, c'est un travail qui va être gagné pour la vie. C'est un travail qui va être acquis pour la vie. Aussi bien dans la vie comme dans le plan de la mort. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez acquérir et qui va créer en vous une permanence, une intelligence qui ne pourra plus être détruite. Donc, autrement dit, quelqu'un qui meurt, c'est quelqu'un qui se souvient de son essence lorsque le monde l'aura oublié. C'est quelqu'un qui possède suffisamment de force intérieure pour repartir avec des représentations qui sont sous sa domination, au lieu d'être des représentations qui sont soumises à la loi et l'ordre d'une collectivité qui ne fait pas partie de son intelligence, qui ne fait pas partie de son absolu, qui ne fait pas partie de sa créativité. Donc, un des plans que l'homme devra vaincre dans sa vie de tous les jours, c'est la domination de ce qu'on appelle le mal. Et je veux aborder avec vous, parce qu'on est rendu là maintenant, je pense que je vous ai suffisamment assez préparé au plan subtil pour comprendre qu'est-ce que c'est que le mal. Donc, le mal est une forme qui permet à l'être humain, amené jusqu'à maintenant, au niveau des civilisations, de créer en lui suffisamment d'incapacité, suffisamment de force anti-intelligente qui ne lui permettent pas d'accéder pleinement à lui-même, pleinement à sa conscience, pleinement à son efficacité, pleinement à son libre arbitre, à son intelligence globale. Le mal est une influence qui a tendance à s'imposer dans l'homme et qui lui empêche, au nom de la collectivité, au nom des religions, au nom des absolus qui ne lui appartiennent pas, à rester dans une forme de statu quo, à rester dans une forme d'incompréhension de lui-même qui ne lui permettent pas d'accéder à cette intelligence assez puissante qui lui permet de s'exortiser de ce qui est inessentiel dans son esprit, de ce qui est inessentiel dans le monde, de ce qui ne fait pas partie de sa véritable intelligence. C'est ça que je veux dire par mal. Je veux dire une entité assez puissante, globale, qui ne permet pas à l'homme d'être libre. C'est ça, le manque d'intelligence. L'homme ne manque pas d'intelligence. L'homme ne souffre pas parce qu'il veut souffrir. L'homme manque d'intelligence parce qu'il n'a pas de puissance assez développée en lui pour être capable d'affronter
ces forces occultes qui lui entrent par les pores de sa peau, qui entrent à tous les jours dans ses rêves, dans sa vie, et qui lui empêchent d'accéder à sa pleine liberté, à sa pleine certitude, à sa pleine sérénité, que j'appelle tendrement dans ma vie les petits lutins, qui se placent dans la synchronicité à un niveau tel de subtilité qu'on pourrait dire que, je vais vous donner un exemple qui est très simple. Parce que c'est un exemple qui ne fait pas peur, mais qui est amusant. C'est un peu comme l'individu qui va prendre sa douche et que le téléphone sonne. Mais le téléphone ne sonne pas en temps normal, mais à chaque fois qu'il vient pour sortir de la maison ou qu'il vient pour prendre sa douche, le téléphone sonne. Ça fait partie des synchronicités. Ça fait partie de l'impossibilité de l'être humain de comprendre que les plans subtils sont continuellement dans la manifestation des choses très simples de sa vie. Et ça l'empêche d'accéder à sa conscience, ça l'empêche d'accéder à son intelligence, et ça l'empêche d'être libre à l'intérieur des mouvements. Mais quel homme, quel être humain est capable de s'arrêter sur Terre et de comprendre que normalement, qui d'un téléphone qui ne sonne pas devrait être capable d'aller prendre une douche en paix. Mais on n'arrive même pas à un niveau de conscience où l'être humain est capable de faire des gestes aussi simples sans la manifestation d'une synchronicité qui n'appartient pas à son intelligence. Le téléphone est déconnecté. Bon. Alors, ça fait partie de ses forces. Ça fait partie de ses incapacités de l'être humain et de ses subtilités. Maintenant, à un niveau maintenant qui est beaucoup plus élevé. Le mal est omniprésent dans le monde en tant que force d'entité globale. Si l'être humain ne réussit pas à venir au monde, à devenir conscient, il sera détruit par ces forces qui sont en guerre contre lui-même. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, rien ne sera donné à l'être inconscient. Rien n'est acquis dans l'être qui n'a pas de conscience. Et l'être qui effectue un travail sur lui dans le but d'accéder à de la conscience, lorsqu'il acquiert une sérénité. Au début, il va avoir beaucoup de difficultés à la garder. Mais il va arriver un certain temps où il va la garder, cette sérénité. Il va être capable d'affronter ces forces-là sans en subir aucune influence de terreur. Il va garder cette sérénité. On ne peut pas détruire une sérénité. On ne peut pas détruire une certitude. On ne peut pas détruire une paix qui est installée et qui a été construite avec le ciment de son intelligence, qui a été construit sur le ciment de son absolu, qui a été construit sur le ciment de sa certitude intérieure. On ne peut pas toucher un être humain qui est rendu à ce niveau-là. On ne peut pas l'atteindre pour la simple raison qu'il est devenu immortel dans sa sérénité. Sur terre comme au ciel, on disait autrefois. Et c'est encore vrai. C'est quelque chose qui s'installe et qui ne peut plus quitter un être humain dans sa sérénité. Équipé avec cette conscience, équipé avec la communication que l'être humain aura d'utiliser une vision
une accession aux communications avec l'au-delà. L'au-delà n'est pas uniquement destructeur, là. Il y a plusieurs formes d'au-delà. Vous avez un au-delà qui est construit par l'homme. Vous avez un au-delà qui est construit par un inconscient collectif, donc encore par l'homme. Vous avez un au-delà personnel. Vous avez un au-delà extradimensionnel qui n'appartient pas à l'homme. Vous avez un au-delà qui appartient au plan de la mort. Ces plans-là sont un petit peu plus dangereux. Au sens très simple qu'un homme qui n'accède pas à sa conscience de ce côté-ci, on peut toujours lui dire qu'il est stupide. Mais un individu qui meurt et qui n'a pas accédé à sa conscience, on ne peut plus lui dire qu'il est stupide. Mais il est très dangereux parce qu'un individu qui passe à sa conscience et rendu à ce niveau-là peut influencer des rêves dans la nuit. Il y a quand même des individus qui ont atteint sur Terre une très grande sagesse. Et lorsqu'ils meurent et qu'ils visitent des gens qui, dans leurs rêves, peuvent leur donner un très grand bien-être, peuvent leur donner beaucoup d'amour, peuvent aider à réparer leur corps, peuvent aider à réparer leur santé. Donc, on ne peut pas dire que l'au-delà est un ennemi de l'homme. On peut simplement dire qu'il y a dans l'au-delà des formes que lorsque l'être humain n'a pas réussi à s'intégrer totalement au niveau de son intelligence, qu'il est soumis. Mais une fois que ça c'est fait, une fois que l'homme a atteint cette sérénité-là, qu'il a atteint la compréhension des plans, qu'il sait comment ça fonctionne, et qu'il cesse d'avoir peur, et qu'il est capable de comprendre que le plan de l'invisible est parfois une extension de sa propre expérience, de sa propre conscience, comme le météore que j'ai parlé tantôt, qui est une sorte de crainte collective. À force de se pratiquer, les choses peuvent arriver, mais assurez-vous, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. C'est juste que j'ai utilisé ça pour bien vous montrer ce que l'homme crée. À travers les films, à travers la télévision, à travers des livres, nous sommes passionnés par les choses négatives. Mais nous sommes passionnés par les choses négatives parce que nous sommes possédés par des forces négatives. Puis il faut être capable un jour d'avoir une force qui est assez puissante, qui est assez intelligente pour les foutre à la porte et prendre dans l'au-delà des entités qui ont une très grande évolution, qui sont belles, qui sont intelligentes, qui ont de l'esprit, qui ont ce que vous appelez sur Terre de l'amour, puis d'être capable d'avoir une fusion avec. À ce moment-là, on parle d'autre chose. À ce moment-là, on peut vraiment dire que l'individu est libre. À ce moment-là, on peut vraiment dire que vous avez des bons chums, que vous avez des bons amis, que vous avez un appui, autant dans la manifestation matérielle du monde, que vous avez un appui autant dans les invisibilités du monde, qui sont en haut plan, en haut niveau de vibration. Autrement dit, si vous êtes capable dans votre conscience d'amener votre vibration à un plan qui est assez élevé, puis ça prend beaucoup d'amour propre pour y arriver. Une fois que ça c'est fait, l'amour de soi, parce que vous allez reconnaître que tous les gens qui manquent d'amour d'eux s'effondrent, finissent à l'asile, sur les médicaments très forts. Donc, il y a une manière de reconnaître. Il y a un dénominateur commun. Une fois que l'individu est capable d'établir avec lui un plan d'amour, un plan de comprendre qu'il peut ne pas être parfait et qu'il accepte de ne pas être parfait. Parce qu'apprendre à accepter chez l'être humain qu'il n'est pas parfait, ça fait partie de sa dépossession astrale. Tant et aussi longtemps que l'homme demande en lui-même qu'il soit parfait, il est assujetti à des forces de l'inconscient, de l'au-delà qui cherchent la destruction.
L'homme ne peut pas être parfait. Il ne peut pas tout être dans ce plan-ci, parce que le plan de la matière, c'est un plan qui est extrêmement limité. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'homme peut vivre une conscience, il peut vivre une expérience qui est vraiment extraordinaire, mais il doit se donner le droit de ne pas être parfait. Il doit aussi donner au monde l'autorisation que le monde n'a pas à être parfait. Que le monde ne doit pas le comprendre. Le monde n'a pas à vous comprendre parce que quand vous effectuez un travail de conscientisation, qui voulez-vous qui vous suive? Regardez la télé, les choses qui sont le plus vues personnellement, ce sont les matchs de hockey, les matchs sportifs, qui sont en fait des petites micro-guerres d'inconscient collectif qui semblent défouler le monde d'une manière extraordinaire et tous les bons buveurs de bière. Qu'est-ce que vous voulez apprendre à ces gens qui vibrent à une petite balle qui doit aller dans un panier? Rien. Il n'y a rien à attendre. Mais je ne dis pas que les gens qui s'intéressent à ces choses-là sont inférieurs en vibration. Je dis simplement qu'ils ont le droit de vivre dans leur vibration, mais vous pouvez en être libre. Et un individu qui est extrêmement intelligent, c'est un individu qui est capable d'entrer dans cette vibration-là, c'est-à-dire qu'il est capable de garder quelque chose de très commun dans la civilisation, puis qui est capable d'en sortir. Si quelqu'un est capable d'aller aux Indes, regardez les 300 religions qui sont là, sans être influencé par aucune d'entre elles, sans être touché par aucune d'entre elles, et qu'il est capable d'entrer dans la forme du monde, et qu'il est capable de sortir de la forme du monde sans être touché, et qu'il ne possède aucune spiritualité, mais totalement de l'intelligence, à ce moment-là, on peut dire qu'il n'y a plus de phénomène de possession en vous. Parce que les principaux phénomènes de possession se font par la collectivité. L'Église, les religions, les croyances, qui sont d'ailleurs en train de s'effondrer par épuisement, parce qu'on sait que ça n'a plus sa place. Mais ça a encore une place. Et il faut être capable de voir la place que ça a, en tant qu'importante. Le soulagement que ça peut apporter à certaines personnes. Il faut comprendre qu'un être humain, dans sa conscience, n'est pas un être humain de destruction. C'est un être humain de créativité. C'est très différent. Un créateur n'a pas besoin de démolir quoi que ce soit. Il crée. Il fait apparaître, à partir des choses du monde qu'on ne voit pas, quelque chose de nouveau. L'être humain qui est dans sa conscience n'a pas besoin de rien démolir. L'être humain qui est dans sa conscience n'a pas besoin de démolir sa société. L'être humain qui est dans sa conscience n'a pas besoin de démolir un être humain. C'est totalement inutile. Il n'y a rien à démolir. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans votre conscience, à partir du moment où vous êtes dans votre intelligence, qu'est-ce que vous voulez démolir? Vous êtes bien. Vous êtes bien. Donc, vous êtes créateur. Ça, c'est quelque chose de très différent. Et un créateur, à ce niveau-là, est capable de contrôler les plans invisibles. Comme il est capable aussi également, sans le vouloir, parce que ce n'est pas toujours assujetti à sa volonté, il est capable de contrôler les plans de la visibilité du monde, par la synchronicité, à tous les jours. Et ça, c'est un phénomène qui est vraiment absolument extraordinaire. Donc, je parle ici d'un être humain qui est libre, d'un être humain qui possède une liberté dans la visibilité du monde et qui possède le pouvoir de contrôler